Et qu'est-ce que bloque réellement, M. Serge, plutôt M. Norbert Yamba Yamba, ce dialogue? Merci beaucoup. Il faut dire que je considère et je verse tout cela dans le processus de douleur d'enfantement. Nous sommes en train véritablement de traverser des mutations sociopolitiques et ces mutations existent une sorte de transformation des hommes et des femmes qui sont véritablement impliqués dans le processus. Dans cette étape de transformation et de conversion, il se pose de petits problèmes d'adaptation. Beaucoup prennent des engagements qui se reposent sur les vertus démocratiques, mais ne croient pas véritablement à ces engagements. Beaucoup prennent des décisions, mais ne croient pas à ces décisions. Vous vous rappelez que notre Constitution a demandé à ce que on puisse, pour un chef d'État par exemple, avoir un mandat renouvelable une fois et que les élections doivent être organisées, le corps électoral doit être convoqué en ayant 90 jours avant la remise reprise. Et on se trouvait dans une situation où pendant 5 ans, ni la CENI ni le gouvernement n'étaient préoccupés véritablement d'organiser ces élections. Et quand on arrive le 19 septembre, où on devait véritablement convoquer le corps électoral, rien n'a été fait. Le peuple a réagi. Il a estimé que c'était une violation de la Constitution. Et vous avez vu quelle était la réaction. Ce sont des morts, des deuils partout, pour des personnes à menu qui ne cherchent véritablement que la démocratie dans leur pays, que le changement de leur situation. Et donc on a avancé au point où le 19 décembre 2016, c'était véritablement la fin du deuxième mandat du président Kabila. Que ce soit l'opinion nationale et internationale, toutes ces opinions faisant combine, ont estimé qu'il était nécessaire que les gens discutent pour dégonfler des tensions, discutent pour dédramatiser les relations politiques entre les acteurs. Mais écoutez, Dieu merci, chacun a mis l'eau dans son vin et les gens se sont retrouvés au point où on a traversé le 19 décembre 2016, qui était la fin véritable du mandat du président de la République, sans problème, sans tension. Mais dans les chefs de certaines personnes, j'allais dire de la mouvance présidentielle, cette traversée montre la faiblesse du Congolais. Cette traversée montre une occasion véritablement de se repositionner. Cette traversée, c'est une occasion de monter des réseaux pour rebondir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'impression que ça donne, c'est comme si le mandat du président continue. Le peuple congolais, par ces élections de 2011, a donné 2 mandats, un mandat, donc la fin du mandat du président de la République. Le peuple n'aurait pas accepté, parce que nous avons fait 32 ans de dictature perfectionnée. On n'a pas fait des élections qui permettaient véritablement l'alternance à l'époque du maréchal. Nous avons créé et nous avons pensé sincèrement qu'à l'arrivée de l'AFTL, qui prônait les vertus démocratiques, que ce pays pourra agir dans les centres de la démocratie. Le président de la République reste en fonction jusqu'au nouveau président élu, article 70. Cela n'est pas respecté? Il faut que je termine mon idée. On a traversé, malgré la disposition de l'article 70, cette disposition pose des problèmes au niveau de l'interprétation. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a fini justement par prononcer son jugement. Mais quand cela ne tient, ça pousse en des interprétations. Parce qu'il y en a ceux qui disent que dans les 90 jours, le président élu devrait être élu dans ces délais-là. Et c'est lui, pendant qu'il est élu, pendant les temps de transition, le président reste en fonction. Il y en a ceux qui pensent que non, le président reste en fonction jusqu'à ce que les nouveaux élus soient là. Or, les nouveaux élus, pour être là, il faudrait que les élections, le corps électoral soit convoqué 30 jours avant la fin du mandat du président. S'il n'y a pas de budget alloué pour organiser justement ces élections. Tel n'a pas été le cas. Je reviendrai. Et donc, on est dans une situation où ces dispositions de l'acte 70 ont donné la possibilité au président de continuer. Mais si le président ne se reprochait pas, si lui estimait qu'effectivement il était dans le droit, pourquoi a-t-il convoqué le dialogue
18 octobre? Pourquoi a-t-il convoqué le dialogue avec la CENCO? Parce qu'en réalité, il n'existe aucune disposition dans ce sens. C'est qu'il est conscient que le mandat qui lui a été donné par le peuple souverain est terminé. Et il faudrait que ça soit dans la tête, dans le cœur des amis de la mouvance présidentielle, de comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, le président a été élu pour 2 mandats. Les 2 mandats sont terminés. Le président n'est plus légitime. Il est légal parce qu'ils sont couverts par le jugement de la Cour constitutionnelle. Mais quand cela ne tienne, faut-il, à ce moment où les gens ont estimé qu'il était nécessaire que nous puissions trouver un consensus, que les gens puissent justement commencer à compliquer. Qu'est-ce qui bloque? Et je réponds à la question. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque aujourd'hui, c'est que on a intérêt à se répartir les postes. Se répartir les postes, ce n'est pas la cupidité de l'opposition d'avoir des postes ministériels. Il est très clair que 5 ans durant, on a donné à la mouvance présidentielle des déboursés de moyens donnés à la CNI pour que la CNI organise des élections. Ces moyens n'ont pas été déboursés. Il était réservé dans le budget de la République 200-300 millions de dollars chaque année pour verser dans les cadres de la planification de l'organisation électorale. Rien n'a été fait. On se trouve en situation où, pour épargner les vies humaines, l'opposition et la mouvance s'est dit, faisons une gestion consensuelle. Faut-il laisser au groupe qui n'a pas pu organiser les élections dans les délais, qui n'a que des raisons parfois non raisonnantes, parce que j'ai entendu qu'il n'y a pas de moyens, etc., au moment où il y a des actions qui sont réalisées qui véritablement ne sont pas budgétisées. Peu importe, on sent qu'il n'y a pas volonté. Mais au moins, nous avons avancé parce que nous avons un accord. Alors maintenant, la mouvance présidentielle, qui n'a plus le mandat de notre peuple, aujourd'hui réclame 65% des postes ministériels. Là, apparemment, M. Norbert, c'est un partage des gâteaux parce que vous voulez également participer à ce gouvernement. Pourquoi pas laisser seulement celui qui est nommé le gouvernement en place, c'est-à-dire Sami Badibanga, continuer, mais vous êtes là pour superviser ce qui se passe. Est-ce qu'il fallait nécessairement que vous puissiez participer à ce nouveau gouvernement que vous exigez et puis vous exigez également le poste ministériel? Vous savez, mon ami, moi je suis technicien. La supervision, je connais comment ça fonctionne. Je suis tout le temps dans ces institutions, je sais comment ça fonctionne. Arrêtez de dire ça. On n'a pas intérêt à remplacer Badibanga. On a intérêt à voir clair. On a intérêt à savoir combien d'argent faut-il défaquer pour organiser les élections. Et on va encore nous dire que bon, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Surtout que, à la sortie du Premier ministre Matata, il y a chute. On dit le taux de croissance économique est parti de 7,8 à 2,5 aujourd'hui. C'est gravissime. Ça envisage une manière de faire, une stratégie dans la manière de gérer la République. Nous disons attention. Maintenant que on n'a pas fait les choses dans les échéances, dans le respect des échéances, il y a moyen que nous soyons tous ensemble pour que personne ne dise à personne qu'il n'y a pas l'argent. Nous allons fouiner partout. Nous allons mettre des stratégies qui nous permettent de mobiliser des ressources. Surtout que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'organisation des élections. Oui, on peut laisser Badibanga, mais on connaît comment ça fonctionne. Il ne veut pas également démissionner. Il ne démissionne pas. Badibanga n'est pas différent de Matata. Badibanga n'est pas différent de Matata. Si Matata n'a pas pu organiser, qui du reste est technicien, et Badibanga, il fera quoi? Non, écoutez, il faut arrêter des conneries. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a intérêt. Et Badi le sait. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Mais qui n'endosse pas la responsabilité devant l'histoire et les générations futures pour bloquer la République. Il endosserait une responsabilité qui n'est pas la sienne. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont en train de monter des stratégies, parfois malsaines, pour le responsabiliser. Pouvez-vous imaginer, dès lors que la mouvance présidentielle, qui avait organisé, n'est-ce pas, les discussions de l'EIA, a accepté qu'il y ait d'autres discussions. Le président de la République, qui a été représenté par son directeur de cabinet, qui a apposé la signature au niveau de l'accord de l'EIA et qui a accepté de faire appel au prélat catholique pour qu'ils organisent un deuxième dialogue. Lui, il essaie. Et c'est lui qui a nommé Badibanga. Alors, maintenant, excusez-moi, parce que la question est fondamentalement intellectuelle. Maintenant que Badi a été nommé par un accord, et cet accord a évolué,
parce que Kamere qui représentait l'opposition a signé. Tambwe Mwamba Alexis qui représentait la mouvance a signé. Néhémie Moulania qui représentait le président de a signé. Et l'équipe délimitée a signé. Et alors, qu'est-ce qui manque? C'est que très clairement, l'accord de l'EIA a évolué. Il faut comptabiliser cette évolution. Comment faut-il dire que je ne peux pas démissionner dès lors que l'accord qui vous fait nommer est déjà tombé? Vous croyez vraiment que ce Badi Banga peut rester dans son bureau en train de dire « je refuse ». Il y a quelque chose de robotisation qui se fait réaliser. Et moi, je pense que c'est un danger public. Nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, pour le temps qui nous reste, surtout qu'il a été prévu qu'on organise l'élection en ayant 12 mois, on a intérêt aujourd'hui qu'on puisse accélérer le processus. Parce que ça risque d'impacter véritablement les échéances qui ont été retenues. Et c'est là au détriment de notre peuple. Surtout qu'à ce moment où on est en train de chercher l'argent, il semble qu'il n'y a pas de l'argent, le taux de croissance est en... Mais justement, ce qui se passe à la cité, nous sommes là, il y a la population qui se pose des questions. Est-ce que avec ce gouvernement, toutes ces manœuvres-là, ne pourra-t-elle pas faire en sorte qu'on consomme le premier trimestre de l'année, parce qu'il nous reste que 11 mois pour terminer l'année, et vous n'avez pas peur que vous consommez également 2 pour que ça reste 9? Vous savez que lorsqu'on réalise un dialogue, l'idée c'est que les deux parties veulent aller de l'avant. L'impression que nous avons, c'est comme si la mouvance n'avait pas le cœur dans l'ouvrage. On organise un dialogue, le président de la République demande au président catholique, mais l'impression que ça donne, avec le blocage, parfois inutile. Pouvez-vous imaginer quand quelqu'un, on vous dit, écoutez, dans une disposition, le Premier ministre doit venir de l'opposition, rassemblement. On vous présente le Premier ministre, vous dites non, donnez-nous un panel de 7. Et on bloque la machine. Et on sait très bien que nous n'avons que 12 mois. Et que ces 12 mois ont été comptabilisés à partir de décembre 2016. Aujourd'hui, nous sommes en fin janvier. C'est grave, c'est même gravissime. Moi, je pense que ça risque d'impacter. Est-ce qu'ils ont conscience que ça risque d'impacter? Est-ce qu'ils ont conscience que notre peuple attend beaucoup véritablement de ces assises? Est-ce qu'ils ont conscience que pour une fois, beaucoup de gens, pendant la transition 2003, pendant les 2 cycles électoraux, se sont enrichis insolemment et notre peuple est dans un océan de misère? Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il leur appartient de comprendre que les efforts qui sont réalisés par l'opposition, notamment le rassemblement, ce n'est pas dans le sens de s'enrichir comme d'aucuns l'ont fait, mais c'est une question de se dire, dégageons un consensus, surveillons-nous mutuellement, organisons-nous les élections apaisées et que demain il y ait alternance pour que notre pays soit respecté à travers le monde. Ça, c'est le souci le plus fondamental. Ce n'est pas une question de partage. J'entends les gens dire, oh, Yébéla, Oumela, terminé, c'est maintenant, où elle est là. Attention, nous avons été tous à l'école. Écoutez, qui n'a pas organisé les élections dans ce pays? Qui est responsable véritablement des postes aujourd'hui? Qui demande 65% des postes? Nous sommes dans une situation... Mais parce qu'ils sont dans le pouvoir, ils ont quand même l'expérience. Ils sont dans le pouvoir, le mandat terminé. En février ici, début février, même les députés n'ont plus mandat. Les sénateurs n'ont plus mandat. Les gouverneurs n'ont plus mandat. Les députés provinciaux n'ont plus mandat. Je ne peux pas parler des maires de ville, les bourgmestres, etc. Mais c'est gravissime pour un pays comme ça. Donc nous sommes à la crise politique de la République démocratique du Congo. Mais écoutez, crise politique voulue et délibérée. Voulu et délibéré, on aurait voulu sortir véritablement de cette indignité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été responsabilisés pour accomplir des missions et qui ne le font pas. Et qui sont auréolés d'un principe comme s'ils ont fait des prestations performantes. Moi, j'ai horreur. Le Congo est grand. C'est une méga nation. Le Congo a beaucoup de défis. Le Congo a beaucoup de choses à faire. De grâce, il faut qu'ils comprennent qu'on a intérêt aujourd'hui à mettre l'eau chacun dans son vin pour qu'on accélère la nomination d'un Premier ministre et qu'on puisse monter un gouvernement parce que le temps passe. Et tant que le temps passe, la crise est en incubation, ça risque d'exploser. Et ce n'est pas normal parce que notre peuple qui aujourd'hui, parfois,
ne sait pas aller à l'hôpital à cause de ce manque d'aspirine. Notre peuple qui ne sait pas prendre le bus et qui quitte Maluku jusqu'à Kinshasa. Je ne veux pas parler. Et là, je ne veux pas parler de Bafoussam, je ne veux pas parler de tous les coins et recoins de la République. C'est honteux d'avoir des responsables qui sont moins préoccupés par rapport à ce qui se passe que par rapport au pouvoir. Encore que lorsqu'on a le pouvoir, on a besoin véritablement de répondre aux préoccupations. On doit évoluer également. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Norbert Yamba. Il est secrétaire général FCR, donc Front Citoyen pour la République. C'est avec lui que nous décortiquons. Alors, le dernier point, c'est la CENI. Aujourd'hui, la société civile, une frange de la société civile est allée déposer un mot disant que le président de cette institution doit impérativement démissionner. Vous êtes politicien. Que pensez-vous de ce processus ou de cette procédure? Vous savez, un pays fonctionne avec des valeurs, et les valeurs démocratiques. Et l'une des valeurs fondamentales, c'est la liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté de penser, parce que nous sommes copropriétaires de la République. Lorsqu'une frange de notre peuple pense que telle ou telle action a été mal posée, écoutez, cette frange est appelée à demander la rectification. Vous savez, la nomination ou la désignation du président de la CENI, c'est une désignation, vous savez dans quelles conditions ça a eu lieu. À cette époque-là, j'avais déjà parlé plusieurs fois pour dire que on ne pouvait pas désigner de cette manière-là. Bon, quand cela ne tienne, ça c'est le passé, nous sommes en train de vouloir construire l'avenir. Mais si il est issu de la société civile et qu'il y a un groupe qui pense qu'on lui a donné 5 ans et qui n'a rien foutu et qui quitte au moment où les partis politiques sont en train véritablement de vouloir changer les leurs qui sont à l'intérieur de la CENI et qui n'ont pas non seulement répondu aux attentes, mais ils n'ont pas organisé, ils n'ont pas répondu à la mission qui leur a été dévolue. Mais quand c'est tout à fait normal. Moi, je pense qu'on ne peut même pas faire pression pour que Nanga quitte. Il pouvait avoir, encore que le ridicule ne tue pas au Congo, quoi. Donc, il aurait pu démissionner parce qu'il est devant une situation où il a été incapable d'organiser des élections dans les délais. Et il dit non, il n'y avait pas de l'argent. C'est lui, véritablement, qui a pratiquement le même langage que la mouvance présidentielle, etc. Bon, écoutez, moi, je pense que laisser les amis se mettre debout, réclamer ce qu'ils réclament, et la meilleure façon, c'est de faire en sorte que Nanga fasse son travail. Ce n'est pas en envoyant les kits pendant 5 mois, 6 mois au nord Bangui, qui constitue la province la plus petite, et pour enrôler 350 à 500 000 personnes. Il a quand même, on doit quand même le reconnaître, il a quand même commencé cette procédure. Il faut quand même le féliciter, quand même que c'est encore... En tout cas, merci beaucoup, M. Norbert. Un dernier mot rapidement. Un dernier mot, ça veut dire en fait qu'on peut bien commencer le processus, mais on est en retard du processus. Et en management, on appelle ça la procrastination. Croire qu'on a le temps et qu'on peut faire. Or, the time is money. Le temps, c'est l'argent. Et donc, on a besoin aujourd'hui de courir en vitesse croisière, en vitesse de TGV, pour atteindre décembre de manière à organiser les élections. Il me semble, sa manière de travailler n'est pas en concordance avec cette réalité. Raison pour laquelle nous demandons à la CENI, nous demandons surtout à la mouvance présidentielle qui a eu à gérer le pays pendant 20 ans aujourd'hui et qui véritablement sait dans quelles conditions ils sont entrés au pouvoir et dans quelles conditions ils sont aujourd'hui. Je crois qu'ils ont tout gagné. Ils ont intérêt à penser à notre peuple, en acceptant véritablement qu'il y ait un gouvernement consensuel, et c'est ce gouvernement qui organise les élections, et les élections, on aura l'alternance, et c'est dans l'alternance que nous aurons la crédibilité, et le monde va nous respecter. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba.